Fabien Tesson, maître de conférence en droit public dans cette université, responsable co-directeur du master en droit public et du master 2 droit des interventions publiques. Cette manifestation est organisée donc à destination des étudiants de toute année. Elle est organisée, et je les en remercie vivement, par des groupes d'étudiants du Master 2 droit des interventions publiques. Le but étant de faciliter et de confirmer l'orientation choisie par les étudiants de Master 1 et de Master 2, mais aussi d'aider les étudiants qui nous regardent de première, deuxième et troisième année à un peu préparer leur projet professionnel et affiner leur choix d'orientation universitaire. Participent à cet événement et donc je les en remercie. Trois intervenants que nous voyons ici, qui sont Pierre Brossard, qui est avocat en droit public et qui est aussi un collègue à la faculté de droit et à la section droit public, et aussi un intervenant dans le Master 2 droit des interventions publiques, donc une triple casquette ce soir, et il a bien voulu participer, je le remercie. Thierry Gévaudan, qui est directeur de la délégation du CNFPT Limousin, qui est aussi un formateur dans beaucoup d'autres instances, y compris en Master 2 droit des interventions publiques également. Et donc, je le remercie à plusieurs titres d'être présent. Et enfin, Monsieur Renaud Fayet, qui est adjoint chef du bureau du séjour de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de Loire-Atlantique. J'espère que je n'ai pas rité en vous présentant, et qui aussi nous fait le plaisir de venir présenter son parcours et son activité professionnelle. Alors simplement pour les intervenants, donc merci à eux trois à nouveau d'être là, merci aux étudiants qui ont organisé et à ceux qui assistent. Pour que tout le monde soit un petit peu au clair, et là je laisse les étudiants et Madame Angot m'arrêter si je dis si je me trompe. L'idée ici est de laisser une vingtaine de minutes à chacun des intervenants pour qu'ils présentent leur parcours, leur activité professionnelle, éventuellement les voies d'accès à l'emploi, mais l'idée est vraiment de familiariser les étudiants avec des professions et des emplois, donc il faut essayer d'être un petit peu concis. Et donc ça, c'est pour le premier temps, et pour le second temps, c'est de permettre aux étudiants qui assistent et qui participent éventuellement de leur poser des questions pour un petit peu nourrir le débat. Mais là, peut-être que je laisserai les étudiants du M2 aussi prendre le relais pour essayer de lancer le débat et soulever certains points qui pourraient intéresser tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à dire en présentation. Est-ce que je passe la parole tout de suite aux intervenants? Est-ce que les étudiants du M2 veulent prendre la parole pour faire ça? Non. Si. Bon. Alors c'est moi qui passe la parole. Très bien. Est-ce qu'on avait prévu un ordre de parole? Non. On n'a rien dit à personne. Rien de spécifique. Alors, je crois que M. Gévaudan commençait. Ah ben alors voilà. Bon, très bien. On commence par Thierry Gévaudan. On lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, pas de problème. Donc, Thierry Gévaudan, moi je suis administrateur territorial. Très concrètement, j'ai passé le concours d'administrateur territorial pour occuper divers emplois dans la fonction publique territoriale. Et ce soir, je me propose de vous parler de la fonction publique territoriale, des types de métiers qu'on peut y exercer, des carrières qu'on peut réaliser dans cette fonction publique et des concours qui y mènent, bien entendu. Alors, Monsieur Tesson, vous avez suggéré qu'on présente un petit peu notre parcours, ce qui peut effectivement permettre d'illustrer voilà, les trajectoires dans ces divers secteurs. Bon, je crois que le mien, du coup, permet de le faire parce que j'ai occupé des postes variés. Je suis moi-même un ancien étudiant de la fac de droit de Bordeaux
Et j'ai fait à l'époque ce qu'on n'appelait pas encore un master, mais un diplôme d'études approfondies, un diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est-à-dire les diplômes de 3e cycle de l'époque, et notamment un DESS qui était spécialisé en droit des collectivités locales. Donc déjà, je me destinais à ce secteur. Le diplôme que j'avais réalisé en parallèle, c'était un diplôme d'études approfondies en droit social. Et en fait, ce choix, je l'avais fait pour m'orienter vers le domaine de l'action sociale. Et je vous dis tout ça parce qu'on était à cette époque-là en pleine période de décentralisation de l'action sociale. Ça ne me rajeunit pas. C'était l'acte 1 de la décentralisation. Et j'avais constaté que pour rejoindre le secteur de l'action sociale, il fallait que je me dirige vers un secteur qui me paraissait vraiment très inconnu à l'époque, peut-être un peu bizarre, qui était celui des collectivités locales et plus particulièrement les départements qui venaient d'hériter dans les années 1980 des compétences en matière d'action sociale. Bon, alors que j'étais a priori programmé pour passer le concours de l'école de la santé publique, ben non, je me dis tout d'un coup, il faut passer par un autre chemin pour rejoindre ce domaine qui m'intéressait. Et c'est important de parler de domaine parce que quand on prend le titre un peu générique de la session, là, les métiers du droit, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Les métiers, c'est bien plus précis que ça, ou alors il faut se consacrer à la matière juridique elle-même. Mais sinon, très souvent, les métiers du droit nous amènent à des choses un peu plus précises. Et donc, moi, je voulais faire de l'action sociale. Donc, j'ai passé le concours à l'époque qui venait d'être créé d'attaché territorial. Il existe toujours. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. On peut donc toujours passer ce concours d'attaché pour rentrer dans des collectivités territoriales. Et ayant réussi ce concours, je me suis orienté vers un département pour y exercer des compétences dans le domaine de l'action sociale. C'est la compétence aujourd'hui majeure des départements, l'action sociale. Depuis l'acte 1 de la décentralisation, du reste, ça s'est renforcé. Et donc, voilà, j'ai trouvé un premier emploi déjà en Haute-Vienne, dans le Limousin à l'époque, au Conseil général de la Haute-Vienne. Et j'ai exercé plusieurs années, en fait, des métiers assez différents dans ce secteur-là. D'abord, un premier poste de chargé de mission, qui était en fait un poste d'études, à un moment où se transféraient des compétences, où c'était pas achevé, c'était un petit peu complexe. Et mon rôle consistait à planifier l'action sociale du département avec l'ensemble de ses partenaires et les autres collectivités locales. L'État, bien entendu, qui a conservé en la matière des responsabilités non négligeables, et puis le monde associatif, etc. Donc j'ai fait ça quelques années comme attaché territorial, chargé de mission, dans ce domaine de l'action sociale qui était compétence majeure du département. Puis j'ai évolué au travers d'un deuxième poste, toujours dans ce département, vers des responsabilités beaucoup plus managériales. Alors là, on parle de tout à fait autre chose. Il s'agissait de diriger un service au quotidien, un service important puisque c'était le service qui chapeautait l'ensemble des actions sociales territorialisées. Un département, c'est vaste. L'organisation nécessite une territorialisation, une répartition des effectifs sur le territoire du département. Donc, on organisait des unités territoriales avec les différents travailleurs sociaux de la protection de l'enfance, de la protection maternelle infantile, également du service social de secteur, etc. Et donc, j'ai chapeauté ce service. Voilà, au bout de ce cycle, j'ai passé le concours d'administrateur territorial, parce que, entre-temps, j'avais formé le projet de diriger des collectivités, et donc le concours d'administrateur pouvait me permettre de passer à ce niveau. Et j'ai réussi le concours d'administrateur territorial, et après une scolarité d'1 an et demi qui se déroule à Strasbourg, hein, il y a une proximité entre l'Institut national d'études territoriales qui forme les administrateurs territoriaux et l'ENA, bien sûr, qui se trouve à Strasbourg. Donc, au terme de cette scolarité d'1 an et demi, j'ai à ce moment-là évolué vers un poste complètement différent de directeur général adjoint chargé des ressources humaines. Donc là, je ne manageais plus une politique publique, mais des moyens au sein de la communauté urbaine de Brest et de la ville de Brest.
Voilà, un poste de directeur général adjoint. Alors, ce terme de directeur général adjoint ou directeur général tout court renvoie à un positionnement particulier dans la fonction publique territoriale, qui est celui des emplois de direction, des emplois dits fonctionnels, un statut un petit peu particulier, assez précis. Et donc, je gérais les ressources humaines, enfin, je gérais avec mon équipe, bien entendu, les ressources humaines des deux entités, Communauté urbaine et Ville de Brest, qui avaient fait le choix de mutualiser cette gestion. À l'époque, au début des années 2000, c'était quelque chose d'assez peu répandu. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante que des EPCI, des établissements de coopération intercommunale comme une communauté urbaine ou une ville, et les villes qui en font partie décident de mutualiser une partie de leur gestion. Ben, écoutez, c'était déjà le cas à Brest et c'était ma feuille de route là-bas. Donc j'ai géré voilà, un portefeuille qui grosso modo représentait 4000 agents. 4000 agents membres de ces deux entités, Communauté urbaine de Brest et Ville de Brest. Voilà. Et puis, au bout de 4 ans de gestion des ressources humaines, j'ai évolué vers encore un autre poste qui est celui de directeur général de la ville de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Vous connaissez peut-être la ville de Saint-Herblain, qui est dans la couronne nantaise. C'est la deuxième ville de l'agglomération nantaise. 50 000 habitants. Je donne toujours des points de repère quant à la taille de la collectivité, parce que souvent les étudiants ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Saint-Herblain, c'est aujourd'hui 100 millions d'euros de budget annuel, plus de 1000, alors je ne sais plus où ils en sont exactement, parce que j'ai quitté la collectivité depuis 3 ans, mais c'était à mon époque 1100, 1200 emplois permanents, avec en plus des emplois contractuels, vacataires, etc. Donc un volume de gestion important avec un encadrement développé. Et ceci est à l'image de la très grande diversité des compétences d'une ville. Puisqu'on a beaucoup de services qui sont des services à la population, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine de la gestion des écoles, dans le domaine de l'aménagement, des espaces verts, etc., etc. Bien sûr, il y a, comme partout, toujours les services fonctionnels, de gestion des ressources humaines, de finances, comptabilité, etc. Donc voilà, je suis resté longtemps à Saint-Herblain, 14 ans, et j'ai enchaîné ensuite vers un autre poste, encore tout à fait différent, celui de directeur régional du CNFPT. Alors le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, qui est l'établissement public qui forme justement les fonctionnaires territoriaux, qui les forme à la réussite au concours, qui les forme en termes de formation continue tout au long de leur carrière, et également qui les prépare à passer des concours pour évoluer dans leur carrière. Voilà. Et je m'apprête, pour ne rien vous cacher, à faire une mobilité encore dans un autre domaine, qui sera peut-être, si tout va bien, pour l'instant c'est encore en gestation, mais celui du développement économique et de la coopération décentralisée. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi, comme vous l'aviez proposé, M. Tesson, de présenter ce parcours? Parce que ce que je veux montrer, c'est qu'avec finalement le même bagage universitaire, j'ai passé des concours qui m'ont permis, dans la fonction publique territoriale, d'occuper des postes très divers. Des postes d'études, des postes de management autour de politiques publiques, des postes de direction et de direction générale, que ce soit sur un secteur comme les ressources humaines ou évidemment de direction générale tout court pour piloter une collectivité. Aujourd'hui, un poste qui est de direction régionale, plutôt sur la stratégie de formation des différentes collectivités qui composent un territoire. Et je vous dis, j'envisage d'évoluer vers encore autre chose. Donc, ce que je veux souligner, c'est que la fonction publique territoriale permet ces parcours. On peut bien sûr passer un concours et faire toute sa carrière dans un secteur parce que c'est un domaine de prédilection et qu'on adore les finances. Donc on fera de la comptabilité ou des finances publiques
toute sa vie parce qu'on adore ça. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aimer gérer les ressources humaines. On peut aimer tel ou tel segment de politique publique, par exemple les politiques culturelles, et chercher un poste d'encadrement dans le domaine des politiques culturelles ou sportives ou autres. Et dans le monde des collectivités locales, on trouvera à exercer dans ces domaines-là. Mais on peut aussi vouloir enchaîner des positionnements différents, varier les plaisirs, passer d'un secteur à un autre, à partir d'un tronc commun. En fait, dans la fonction publique territoriale, l'organisation des concours et finalement les déroulements de carrière permettent ceci. Pourquoi? Parce qu'avec un concours comme le concours d'attaché territorial, qui est le concours de niveau licence, ou le concours d'administrateur territorial, qui est aussi un concours de catégorie A niveau licence, mais dont le niveau est plus difficile, il faut bien le dire. On obtient, en cas de réussite, on obtient l'inscription sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît votre aptitude à exercer les différents emplois qui relèvent du niveau du concours, qui relèvent du cadre d'emploi des attachés ou du cadre d'emploi des administrateurs, pour les exemples que j'ai pris. Cadre d'emploi, c'est le terme qu'on utilise dans la fonction publique territoriale et qui est l'équivalent de corps de la fonction publique de l'État, bien sûr. Eh bien, on vous reconnaît cette aptitude et à partir de là, vous pouvez postuler dans les collectivités qui recherchent des attachés, qui recherchent des administrateurs et vous présenter directement sur finalement des fiches de poste. Telle collectivité va recruter un responsable du personnel, telle collectivité va recruter un responsable de la fiscalité, telle autre recrutera un responsable de la gestion des équipements culturels, etc., etc. Et donc, je vais me positionner et, le cas échéant, bien sûr, être recruté parce que je remplis les conditions en ayant préalablement passé et réussi le concours. Ça, c'est le système de la fonction publique territoriale. Il est finalement assez souple. Alors, il ne faut pas croire qu'il est plus facile que celui de la fonction publique de l'État parce que finalement, on est amené à passer 2 concours au lieu d'1. Il faut en avoir clairement conscience. On passe un premier concours qui est un concours national pour satisfaire voilà, un certain nombre d'épreuves et donc on doit réussir. Et c'est ce concours, et c'est au terme de ce concours qu'on est inscrit sur la liste d'aptitudes. Et puis finalement, on en passe d'autres pour convaincre une collectivité de vous recruter. Et là, ça s'apparente à un recrutement un petit peu comme dans le secteur privé, sur entretien, sur présentation du CV, sur entretien, et dès lors, bien sûr, qu'on est lauréat du concours. Voilà en quelques mots ce qu'on peut faire. Je rajouterai peut-être un dernier commentaire. Alors, pour côtoyer les étudiants, puisque, comme vous l'avez dit, M. Tesson, j'interviens non seulement dans le master de DIP à Angers, mais j'ai une, on va dire, assez longue expérience de la préparation pour le concours d'administrateur et pour le concours interne cette fois-ci, pour les fonctionnaires qui sont déjà en poste et qui veulent progresser en passant le concours interne. Il est difficile et c'est une préparation assez importante au CNFPT qui s'étale sur près de 2 ans. Bref, je côtoie beaucoup de personnes qui se posent la question de la stratégie. Les concours sont aujourd'hui devenus assez difficiles et j'entends beaucoup d'étudiants dire peut-être qu'il vaudrait mieux passer finalement le concours un cran au-dessous. Et j'entends des étudiants même en master me dire qu'ils envisagent de passer le concours de rédacteur, qui est le concours de catégorie B. Alors pourquoi pas, c'est pas toujours une mauvaise stratégie, puisque finalement on peut mettre un pied dans la maison en passant un concours de catégorie B et ensuite vouloir progresser en réalisant des concours internes. Bon, c'est une stratégie, mais enfin, franchement, j'aurais tendance à recommander aux étudiants dans ces cas-là de faire les deux, de passer le concours de catégorie B et sur la lancée, tant qu'ils sont chauds, si vous me permettez l'expression, de passer aussi le concours de catégorie A.
Et j'irais même jusqu'à leur dire de pas du tout se dévaloriser, quitte à passer un concours de catégorie A et à s'entraîner pour passer un concours. Pourquoi ne pas passer le concours d'administrateur territorial qui offre des trajectoires très rapides, des carrières magnifiques et dans tous les domaines, hein. Évidemment, selon les tailles de collectivités, quand vous travaillez dans une grande métropole, une grande métropole va recruter pour des postes qui ne sont pas uniquement les postes de direction générale, va recruter des administrateurs sur des postes de chef de service, de directeur de service, même si ce ne sont pas, je dirais, les postes du carré de direction générale. Donc on a des possibilités vraiment très variées et donc il ne faut pas se sous-estimer, il faut tenter sa chance. La clé en vérité, c'est de bien se préparer. Voilà, je glisse aussi un petit message au passage au Master 2 DIP. Voilà pour ma présentation. Moi, j'essaie de respecter le timing. Voilà, non, mais c'est très bien, c'est parfait. Et je suis bien sûr à la disposition. Quasi concours comme minutage. Alors apparemment, oui, donc il y a des étudiants, les étudiants du M2 n'ont pas l'autorisation d'intervenir. Il faut leur donner la parole ou alors bref, donc on va voir comment on peut gérer ça. Donc en tout cas, merci Monsieur Gévaudan pour votre présentation très éclairante. Je rebondis pour dire qu'effectivement, ça c'est valable pour tous les étudiants, hein. On est notre première limite, vous êtes vos premiers censeurs, donc ne vous censurez pas dans les concours que vous pourriez passer ou les ambitions professionnelles qui pourraient être les vôtres. Je parle même à ceux qui voudraient faire du droit privé, ne jamais passer de concours, etc. Mais je veux dire, voilà, il ne faut pas se censurer, c'est pas un problème d'avoir de l'ambition et il faut effectivement ne pas hésiter à viser haut, y compris en termes de concours, et notamment aussi parce qu'un concours, ça se passe dans les jambes, comme je le dis parfois, et que prendre le pli d'en passer augmente les chances d'avoir le suivant ou celui qu'on est en train de passer. Donc en tout cas, voilà, merci pour ce témoignage qui reflète bien la variété des postes qu'on peut occuper finalement dans la fonction publique territoriale en passant un ou deux concours d'attaché puis d'administrateur. Alors je sais pas, est-ce qu'on laisse un temps de questions aux étudiants qui voudraient se manifester peut-être par écrit, ou est-ce s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, je peux modérer, comme on dit, transmettre les questions éventuellement. Sinon, on continue. Oui, excusez-moi. Alors, le mieux, voilà, ça va être qu'on puisse poser les questions tout à la fin pour que chacun puisse avoir son temps de parole. Et donc, je rappelle aux étudiants, les questions, vous pouvez directement les poser à Monsieur Tesson sur Teams, qui posera les questions en direct aux intervenants. Puisque pour des questions logistiques, on ne peut pas accorder à tout le monde la possibilité. Voilà, c'est ça. Moi, je ne savais pas ce qui était possible ou pas à ce niveau-là. Bon, bah, très bien. C'est noté. Parfait. Donc on fait comme ça. Alors est-ce que je passe la parole peut-être alors à Pierre Brossard on va faire une alternance collectivité, avocat, administration déconcentrée, c'est cohérent, je sais pas. Alors Fabien, moi on m'avait dit que ce serait Monsieur Fayet. Ah bah alors Monsieur Fayet, sinon mais je veux pas faire exploser le programme, donc non, il n'y a pas de. Monsieur Fayet, allez-y, je vous en prie, merci. Bonjour à tous, donc Renaud Fayet, je suis attaché d'administration de l'État et je suis adjoint au chef du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Donc quand vous parliez de censure, ça va bien introduire mon propos, puisque moi j'ai fait une licence et un master dans le domaine culturel. J'ai fait une licence à Saumur de valorisation économique et touristique de la culture, des arts et du patrimoine. Et ensuite, j'ai fait un master à l'ESTUA d'Angers de management international des arts de la France. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire du droit des étrangers. Donc, je ne suis absolument pas juriste à la base. Et j'ai effectivement, après mes études, cherché à m'insérer dans la vie professionnelle culturelle, ce qui a été assez compliqué. Et du coup, à travers différents contrats dans une administration publique, on m'a conseillé de passer des concours. Donc, je me suis inscrit à la classe préparatoire intégrée de l'IRA de Nantes, qui m'a permis de préparer et le concours des IRA, mais aussi les autres concours que j'ai passés en parallèle. Donc, j'ai testé inspecteur des douanes,
rédacteur territorial, attaché territorial, attaché de la fonction publique hospitalière, concours de secrétaire administratif et des concours du ministère des Affaires étrangères. J'ai obtenu le concours en 2018 et j'ai fait une année de formation à l'IRA de Nantes. En sortie de formation, le choix du poste se fait sur un classement et j'ai pu choisir le poste que j'occupe actuellement pour 2 raisons. La première, c'était que je voulais être en lien avec le public, puisque pour moi, rentrer dans la fonction publique, l'objectif premier, c'était d'être au contact du public et de les accompagner dans leur démarche. Et aujourd'hui, en préfecture, les services étrangers, ce sont les derniers services qui accueillent encore du public, malheureusement. J'avais envie de monter en compétence dans le domaine juridique, puisque c'était un de mes plus... comment dire ? C'était peut-être la chose qui me faisait le plus peur, c'est que j'étais pas juriste. Tous mes collègues de formation à l'IRA étaient juristes, ils avaient tous des masters 2 de droit public, de droit privé, ils avaient fait Sciences Po. Voilà, moi, j'ai débarqué dans un milieu que je connaissais pas du tout. Mon premier cours de droit administratif, j'ai levé la main au bout de 5 minutes, j'ai demandé à l'intervenant ce qu'était un arrêt, parce que pour moi, un arrêt, c'était quelque chose d'inconnu, à part un arrêt de bus ou un arrêt de tram. Je partais vraiment de très très loin. Et aujourd'hui, je travaille avec le CESEDA, je travaille avec Légifrance, je suis en lien avec des avocats, je réponds à des demandes de recours gracieux, on étudie des décisions du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel, parfois même du Conseil d'État quand les dossiers vont jusqu'au Conseil d'État. Du coup, c'est ça, il ne faut vraiment pas se censurer, il ne faut vraiment pas avoir peur de partir sur des domaines qui peuvent comme ça être inconnus ou vous faire peur. Aujourd'hui, avec ma chef, on gère une équipe de 30 agents. Donc, on est le plus gros bureau de la préfecture. On a tous les deux 32 ans. Donc, ce n'est pas toujours facile puisqu'on est débutants tous les deux. Elle, c'est son 2e poste. Moi, c'est le premier. En plus du droit des étrangers, on doit aussi connaître le droit de la fonction publique dans tout ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire, notamment dans cette période qui est un petit peu compliquée. Donc nos 30 agents, ils délivrent 13 000 titres par an et on rédige 900 refus de séjour accompagnés au nom d'obligations de quitter le territoire français. Donc là aussi, moi, sur les premiers mois, il a fallu que j'apprenne à rédiger une OQT, à corriger une OQT, à défendre une OQT face au bureau du contentieux quand on en avait besoin. Et du coup, l'objectif, moi, de mon poste, c'est de piloter cette équipe, de faire en sorte que tous les usagers qui le souhaitent puissent avoir un rendez-vous pour demander un titre de séjour et surtout de traiter toutes les demandes de titre de séjour. Puisque quand on prend du retard et qu'un usager se voit couper de ses droits, on coupe le droit, les aides financières, mais on coupe aussi surtout le droit au travail. Donc, ce qui peut mettre parfois des centaines d'usagers dans une situation très difficile. Ça a été notamment le cas au premier confinement où pendant quelques semaines, on a eu une attente de la part du ministère sur les règles à tenir. Et du coup, on a failli laisser 400, 500 personnes sans renouvellement de titre. Donc du coup, là, c'est les droits qui se coupent, plus de droit au travail, etc. Donc c'est aussi des choses qu'on doit nous surveiller. Après, attaché d'administration de l'État, c'est un métier qui se veut très diversifié. Alors en sortie d'IRA, on avait le choix sur beaucoup de postes. Moi, j'ai choisi d'aller en fonction publique d'État en administration déconcentrée. Sur un poste d'adjoint chef de bureau, j'ai des collègues qui ont des postes de chef de bureau, que ça soit dans le droit des étrangers comme dans le droit de l'environnement. J'ai des collègues qui sont chargés de mission dans des cellules de crise. Donc, on était beaucoup mobilisés, notamment pour la période du Covid. J'ai des collègues qui sont chargés de mission juridique, contentieux. On a des collègues qui sont partis dans l'éducation nationale, donc qui sont gestionnaires d'établissements d'enseignement, collèges, lycées, qui gèrent des centaines de milliers d'euros, voire parfois même des millions d'euros. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont en administration centrale, donc en poste au sein des ministères et qui, eux, participent à la rédaction, à la conception des politiques publiques. Donc qui vont rédiger ou aider à rédiger les textes de loi, les circulaires et les instructions ministérielles qui sont ensuite diffusées dans les différents services. Donc moi, j'ai effectué la dernière formation de l'IRA à être sur 1 an. Je sais que depuis, ça a changé. Maintenant, la formation se fait sur 6 mois, autour d'un bloc de compétences.
L'intérêt, c'est pour les juristes que vous êtes, si vous rentrez à l'IRA, ce ne sera pas de suivre forcément des enseignements juridiques, mais d'aller plus sur du management, sur des ressources humaines, sur du développement informatique et numérique. Et pareil, le choix du poste se fait également sur classement. Donc, au bout de 6 mois, vous avez un classement et vous choisissez le poste. Vous êtes 2 mois en qualité d'élève dans le poste que vous allez prendre en charge. Et pendant 4 mois ensuite, vous êtes fonctionnaire stagiaire au sein de l'administration. Et ensuite, vous avez la titularisation sur le poste. Après, l'avantage, mais ça c'est parallèle, je pense, à la fonction publique territoriale, c'est qu'on peut faire de la mobilité facilement dans un ministère identique. Donc moi, je suis actuellement au ministère de l'Intérieur. Je peux rester au ministère de l'Intérieur durant toute ma carrière, mais comme on est dans un corps interministériel à gestion ministérielle, je peux partir travailler au ministère de la Transition écologique, au ministère de l'Économie, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'Éducation nationale. Voilà. Il y a de vraies passerelles entre les différentes administrations qui, ça, donne des perspectives de carrière qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui a besoin de changer très régulièrement de poste, d'environnement, de mission et de thématique. Donc le concours, il est également ouvert au niveau licence. Après, on a remarqué quand même dans les différentes promotions des IRA, c'est que beaucoup d'élèves ont des masters, beaucoup ont des masters de droit public et beaucoup ont fait Sciences Po. On est très peu à arriver sans bagage de droit. Moi, dans ma promotion, sur 140 élèves, on devait être une vingtaine à jamais avoir fait de droit. Donc, ce qui est très peu. Donc, c'est vrai que c'est plus simple pour des gens qui ont un bagage notamment de droit public, puisque les épreuves d'entrée, et moi, à mon époque, il y avait une grosse partie sur le droit public. Donc, c'est vrai que c'était un avantage pour eux. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve en formation avec des gens du coup, qui ont ces compétences-là et qui nous aident aussi, nous, à prendre confiance, à découvrir et à monter en compétences sur ces thématiques. Ben voilà, je crois que j'ai été un peu rapide, mais j'ai dit, je pense, l'essentiel. Ensuite, c'est en termes d'évolution de carrière, donc attaché d'administration, vous pouvez ensuite passer l'examen professionnel pour être attaché principal, puis évoluer ensuite sur des postes d'attaché hors classe ou de CAIOM, donc c'est les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. Ça, c'est des postes plus pour prendre des postes de direction. Donc moi, ma directrice aujourd'hui est CAIOM. Et ensuite, vous pouvez également, en interne ou en externe, préparer le concours d'administrateur, soit territorial pour ceux qui veulent partir dans cette branche-là, soit certains de mes collègues se préparent pour passer l'ENA. Très bien, merci beaucoup. Donc on confirme la diversité des parcours et des possibilités dans toutes les fonctions publiques finalement. On laissera peut-être les étudiants réagir après sur ce que vous avez avancé. Si voilà, on est très bien sur le chronomètre. Et donc je passe la parole à Pierre Brossard cette fois-ci pour nous présenter donc le métier d'avocat en droit public pour le coup. Merci Fabien. Donc, vous parlez du métier d'avocat en droit public. Donc, je vais faire comme mes petits camarades. Moi, ce que je vais vous exposer, ça va être en 3 temps. D'abord, mon parcours universitaire, ensuite, mon parcours professionnel, et puis je voudrais vous dire quelques mots sur comment appréhender la profession d'avocat et quelle est l'évolution de cette profession, puisque ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que j'ai prêté serment et je constate que le métier évolue. Alors, sur mon parcours universitaire, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est curieux. Curieux dans les 2 sens du terme. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord une licence de droit public, ensuite une maîtrise de droit des affaires, j'ai enchaîné derrière sur un DEA de droit international public, et puis ensuite une thèse donc, pour être docteur en droit communautaire. Donc, curieux parce que le droit, de manière générale, m'intéressait et curieux parce que je n'ai pas
dès la licence, décidé de partir sur le droit public et d'ignorer le reste. Donc voilà pour ce qui est de mon parcours, qui m'a amené donc à soutenir une thèse de droit communautaire, mais qui était plutôt une thèse d'ailleurs de droit comparé en 1996. Et puis commence mon parcours professionnel. Mon parcours professionnel fait que je deviens en même temps maître de conférence en droit public à la faculté de droit, et en même temps, c'est quelque chose à mon avis qui est important de transmettre aux étudiants, c'est que la vie c'est fait de rencontres. Et en attendant d'être habilité CNU, voilà, j'ai un copain qui était étudiant comme moi, qui m'a dit, écoute, moi je viens de faire un stage dans un cabinet d'avocats où il y a déjà une dizaine d'avocats, il y a un avocat spécialisé en droit public qui aimerait bien avoir un stagiaire, est-ce que ça t'intéresse? Et donc j'ai rencontré cette personne-là, qui était un avocat qui avait plus de 20 ans de barre, donc voilà, qui avait une certaine expérience professionnelle. Et puis tout de suite, le courant est passé. Le courant est passé, et à la fin de mon stage, il m'a dit j'aimerais bien te garder. Moi, je lui ai dit ça tombe bien parce que moi, j'aimerais bien rester. Et donc, j'ai passé le CRFPA, et puis j'ai commencé à travailler avec lui en tant qu'avocat. Alors, je vous parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est un temps où on avait la chance, au sens noble du terme, d'avoir un véritable apprentissage. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était jeune avocat, on n'était pas d'un seul coup propulsé dans la nature à devoir poser sa plaque et à se mettre à travailler si on ne trouvait pas de collaboration. Il y avait un système qui faisait que pendant 2 ans, les jeunes avocats étaient inscrits à ce qu'on appelait à l'époque le petit tableau. Et pendant 2 ans, on apprenait le métier avec un avocat chevronné qui nous chapeautait et qui nous formait. Et j'ai eu la chance d'être formé par cet avocat qui était pour moi un grand homme dans tous les sens du terme. C'était un grand avocat. Et en même temps, c'était quelqu'un d'humainement remarquable qui m'a formé. Et ensuite, donc, je suis devenu son collaborateur. J'ai été inscrit donc au grand tableau. Et puis, assez rapidement, on s'est retrouvé à développer une clientèle en droit public, surtout du côté des institutionnels, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunaux, c'est-à-dire les communes, c'est-à-dire les départements, etc., etc. Et puis donc un jour, parce que moi à l'époque j'avais un statut, j'y reviendrai tout à l'heure, qui était un statut d'avocat libéral, qui développait un certain chiffre d'affaires, on s'est dit tiens, on va s'associer. Donc on était associés tous les deux au sein d'une structure où en réalité on était une quinzaine d'avocats, et puis petit à petit, comme on développait, on a commencé à prendre des collaborateurs. Et ensuite, à un moment, il a fait valoir ses droits à la retraite, et moi, j'avais recruté un certain nombre d'avocats collaborateurs à qui j'ai proposé éventuellement une association, ça leur a plu, et puis donc voilà, on a monté notre propre cabinet spécialisé en droit public. Que vous dire, maintenant on est 8 avocats, 4 associés, et on a développé quand même tout un pôle de droit privé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avocat en droit public, surtout jeunes étudiants, n'imaginez pas que vous allez passer votre temps uniquement devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel. En réalité, la moitié de votre temps, sauf à ce que vous soyez dans de très gros cabinets parisiens et que vous vous spécialisez dans une matière, là aussi j'y reviendrai tout à l'heure, vous allez passer donc la moitié de votre temps devant les juridictions judiciaires. Tout simplement parce que si vous travaillez pour des communes qui, par exemple, ont une police municipale, vous verrez que les agents de police municipaux se font fréquemment injurier, voire tabasser, et que donc il faut se constituer partie civile pour réclamer la réparation des préjudices subis par ces agents.
Si vous représentez des collectivités locales, vous représenterez des maires, éventuellement de temps en temps. Ils peuvent se retrouver poursuivis devant le tribunal correctionnel. Les étudiants de M2 le savent, puisque je fais un petit cours là-dessus. Par exemple, pour des délits non intentionnels, pour manquement à des obligations de prudence et de sécurité, ou pour des délits spécifiques du droit public, type favoritisme, prise illégale d'intérêt, etc. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous intervenez en droit public, vous ne faites pas que du contentieux administratif pur. Vous faites aussi, par exemple, de l'expropriation et donc vous vous retrouvez devant le juge judiciaire. Vous allez aussi en référer devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter un certain nombre de mesures d'urgence que vous avez besoin de prendre en tant que représentant d'une collectivité. Voilà. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que devenir avocat spécialisé en droit public, ça implique, à mon avis, d'être ouvert à énormément de branches du droit. C'est-à-dire que quand vous avez comme client des collectivités, vous êtes obligé, parce qu'on est dans un système concurrentiel, quand on fait la profession d'avocat, vous êtes obligé d'être capable de répondre à toutes les exigences des collectivités. Les exigences des collectivités, ça va être certes en droit des marchés publics, en droit des finances publiques, en droit de l'urbanisme, en droit de la responsabilité administrative, mais ce sera aussi en droit des biens, ce sera aussi sur des procédures d'adjudication où il va vous falloir éventuellement préempter après adjudication. Ça va être des contentieux qui vont se développer devant les juridictions répressives. Bref, il faut avoir une certaine agilité intellectuelle, être capable de se remettre en question et ne pas hésiter à se former sur des branches du droit qu'on n'imaginait pas en début de carrière appréhender. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut, à mon avis, impérativement faire un choix de carrière. Si vous voulez devenir avocat, il y a 3 solutions. Première solution, vous ne trouvez pas de collaboration en sortant du CRFPA. Et là, vous allez vous retrouver tout seul. Vous allez poser votre plaque. Au début, les choses seront relativement simples parce que vous verrez, il y a un système de commission d'office qui permet aux jeunes avocats de bénéficier d'un apport de clientèle qui lui est fourni justement par le biais de ces commissions d'office et qui lui permet de commencer à développer un petit chiffre d'affaires. Donc, il va pouvoir vivre. Simplement, vous ne resterez pas jeune avocat tout le temps. Et il y a un moment, cette source de revenus et de clientèle va se tarir. Et ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'au début, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous allez intervenir pour telle personne qui est en garde à vue, vous allez intervenir pour tel contentieux judiciaire, vous allez intervenir en droit des étrangers devant le tribunal administratif. Il va falloir que vous soyez capable de répondre à la demande. Et il va falloir que vous fassiez vos preuves si vous êtes tout seul. Et là, vous ne pourrez pas vous contenter d'une formation spécifique en droit public. Deuxième solution, vous intégrez un cabinet. Vous intégrez un cabinet que je dirais de taille normale, c'est-à-dire en clair une dizaine d'avocats au maximum, en province. Parce que si vous intégrez un petit cabinet à Paris, ça risque d'être, à mon avis, un peu compliqué financièrement. Mais bon, bref. Et là, vous pourrez éventuellement commencer un petit peu à vous spécialiser dans votre matière parce que, voilà, on vous confiera les dossiers de droit public. Ou alors, vous faites le choix d'aller dans les très grandes métropoles françaises, hein, donc Marseille, Lyon, Paris, Lille, où vous avez des barreaux qui sont extrêmement importants, Nantes même d'une certaine façon d'ailleurs, où là, éventuellement, vous allez pouvoir faire valoir votre compétence
professionnel en droit public, voire sur une branche du droit public. Parce que c'est justement le troisième temps de mon intervention, c'est comment évolue la profession. Ce que je constate, c'est qu'on a un nombre croissant d'avocats, mais vraiment exponentiel, avec une profession qui se féminise beaucoup, et avec des avocats qui de plus en plus essayent de se spécialiser. Je vous le dis tout de suite, moi, ce n'est pas la démarche que j'ai suivie au départ. Même si j'étais estampillé avocat droit public, encore aujourd'hui, j'ai la curiosité de me confronter à d'autres contentieux que des contentieux administratifs devant les juridictions administratives. Et si j'ai un conseil à donner aux étudiants, si jamais la profession les intéresse, c'est de l'appréhender avec curiosité. Ne pas avoir peur de vous confronter à une nouvelle matière. Il faut aussi avoir de l'envie, parce que c'est un métier qui est chronophage, qui prend énormément de temps, qui prend aussi sur la vie personnelle, mais qui en même temps vous donnera quelque chose qui est très important, c'est l'illusion de la liberté. Troisième qualité à avoir, à mon avis, c'est l'humanité. Ne jamais oublier que vous ne traitez pas un dossier, vous occupez derrière de gens. Et puis, la dernière, qui est à mon avis une qualité fondamentale, c'est la pugnacité. C'est surtout jamais ne rien lâcher. Si un jour vous découvrez ce métier, vous verrez qu'il n'y a jamais un dossier comme un autre. Et même si le dossier vous paraît mort d'avance, si vous avez une bonne formation, vous repartirez sur les notions de base, sur la compétence, sur l'intérêt à agir, etc., etc. Et vous verrez, il y aura toujours quelque chose à dire. Il y aura toujours quelque chose à plaider. C'est un métier que moi je trouve captivant. Et c'est un métier, c'est pour ça que je continue à enseigner, qui mérite d'être connu. Et donc j'aime beaucoup, enfin, j'essaye en tous les cas, tenter de transmettre aux étudiants le vécu professionnel. Le vécu professionnel de ce que c'est que défendre. Parce que moi, très honnêtement, je vous le dis tout de suite, j'aurais été incapable de juger. Incapable de juger. Ça me paraît extrêmement difficile de devenir un magistrat. C'est beaucoup plus simple de défendre. Et en même temps, c'est très concret. Et c'est le concret de la vie juridique que j'essaye de transmettre aux étudiants. Cela étant, je vous le dis tout de suite, il y a une note d'optimisme à avoir, même si, tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'étudiants qui deviennent avocats. Sachez qu'un bon avocat trouvera toujours du travail. Après, soit il sera seul, soit il sera collaborateur, soit salarié, soit libéral, soit il deviendra associé. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a des compétences, qui est pugnace, qui a le sens de l'humain, qui est réactif, qui est à disponibilité, qui ne compte pas son temps, il trouvera du travail dans la profession d'avocat. Un bémol quand même sur l'évolution de la profession, et j'en aurai fini, c'est sur son évolution. Vous savez que la justice a un budget en France qui est extrêmement peu élevé. Et quand je dis ça, je crois qu'on doit être le 24e budget de la justice sur 27 États membres. Et on a, face à cette situation de paupérisation de la justice, il faut être clair, deux tendances qui ne sont pas très rassurantes. Pour la profession d'avocat telle qu'on la concevait jusqu'à il y a même 5-6 ans, c'est les alternatives à la justice. De plus en plus, on développe les médiations, les
composition pénale, etc., etc., tous les modes alternatifs de règlement des différends qui permettent d'une certaine façon d'évacuer la présence de l'avocat, alors qu'à mon avis, elle est indispensable même dans ces modes alternatifs. Et puis deux, de manière concomitante d'ailleurs et un peu pernicieuse, on multiplie au détriment de la sécurité juridique les difficultés procédurales. C'est-à-dire que je tiens à dire à tous les étudiants que le droit devient de plus en plus technique et qu'on modifie les codes de procédure, que ce soit le code de justice administrative ou le code de procédure civile, sans parler du code de procédure pénale, en multipliant les pièges dans lesquels peuvent tomber les avocats qui ne sont pas spécialisés. Donc c'est un métier palpitant, mais en même temps de plus en plus dangereux. Pour autant, et je veux rester sur cette note optimiste, croyez-moi, si vous êtes curieux, si vous êtes humain, si vous avez envie, c'est un métier extraordinaire. Voilà. J'en ai terminé, Fabien. Merci beaucoup. C'était clair et convaincant. Alors, je regarde, si je comprends bien, donc je suis le récipiendaire des questions potentielles des étudiants de toutes années. Alors, je parle des étudiants du M2, alors peut-être que les organisateurs ont une ou autre question à poser, mais les autres aussi peuvent tout à fait poser leurs questions. Donc, on peut leur laisser. Alors, je regarde, je n'en ai pas qui m'arrivent dans la conversation, mais n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire parvenir vos questions si vous voulez. Alors, je peut-être. Alors, attendez. Ouais, voilà. Je vais peut-être réagir juste à ce que tu disais, Pierre. Je vais peut-être faire un rebours remonter vers les intervenants. Quand tu disais, finalement, est-ce que tu es resté généraliste ou est-ce qu'il vaut mieux viser une niche aujourd'hui? Il vaut mieux viser une niche à Paris et être généraliste en province ou voilà, ça devient complexe peut-être à ce niveau-là. Écoute, moi, bon, je ne suis pas là pour parler que de moi, mais ouais, un peu quand même. On est dans un cabinet, on est 8 avocats. Il y en a 3 qui sont des privatistes, 5 qui sont en droit public. Je passe la moitié de mon temps à faire des contentieux administratifs devant le terrain. D'accord? Mais j'en fais dans des matières qui sont extrêmement variées. C'est-à-dire que je fais à la fois du droit de l'urbanisme, du droit des marchés publics, du droit de la responsabilité administrative, dommages de TP, du contentieux d'actes administratifs, etc. J'ai des associés au sein de mon cabinet qui, eux, ne font que du contentieux de l'urbanisme. Un autre qui fait que du marché public. Parce que ce sont des niches dans lesquelles on a besoin de spécificité. Et nous, ce qu'on aime, c'est travailler aussi en équipe. C'est-à-dire que quand moi, je traite un dossier de marché public, je demanderai éventuellement à mon associé qui fait quasiment que ça, qui relise le dossier parce qu'il aura un autre œil, parce que éventuellement, on pourra améliorer le dossier parce qu'on confrontera nos expériences et notre vécu par rapport au dossier. Mais en même temps, je passe la moitié de mon temps en tribunal correctionnel, en tribunal judiciaire et devant le juge de proximité. Parce que quand tu as une clientèle en droit public, ben, tu as aussi, par exemple, des offices publics de l'habitat. Tu as aussi, ben, je te dis, voilà, de la police administrative, des délits non intentionnels, donc tu te retrouves devant le tribunal correctionnel. Tu as des sociétés d'économie mixte qui sont en lien avec les collectivités qui viennent te voir et qui te font faire ben, du droit de l'expropriation. Et donc là, tu as à la fois toute la phase administrative, DUP, cessibilité, puis en même temps, fixation des indemnités et droit de préemption où tu te retrouves devant le juge judiciaire. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux te rassurer, tu vas te spécialiser. Et à mon avis, tu vois, par exemple, je sais que ça ne vend pas du rêve pour les étudiants, mais c'est dommage. Je sais qu'actuellement, il y a toujours une niche qui ne trouve pas preneur, c'est la fiscalité.
Le contentieux droit fiscal, les avocats spécialisés en contentieux droit fiscal, on n'en trouve pas. Oui, c'est difficile. C'est extrêmement difficile alors que tout le monde en cherche. Et pour rassurer les étudiants qui font du droit public, le droit public en tant que tel reste une niche. Mais il y a des cabinets qui exigeront, à mon avis à tort, mais qui exigeront des juristes, enfin des avocats spécialisés en droit de l'urbanisme, d'autres en droit du marché public, d'autres en droit de la responsabilité hospitalière, etc., etc., d'autres dans le contentieux de la fonction publique, qui représente aussi une grosse part du contentieux administratif. Ok. Voilà. Merci. Alors je vois que si j'ai une question, excusez-moi, je lis en même temps que je regarde. Alors, si j'ai des questions de M. Salviac qui me demande, on me demande de vous demander, une question pour M. Gévaudan et pour M. Fayet. Alors, pour M. Gévaudan, un petit retour d'expérience sur le fait d'être membre de jury de concours. Comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est une expérience palpitante ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que c'est vrai que c'est aussi, on peut être jury en étant dans la fonction publique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, les fonctions publiques. Absolument. Alors, je vais répondre à cette question. Si j'oubliais, Fabien, merci de me ramener à la question. Je voulais juste faire un petit commentaire, rebondir sur ce que disait Pierre Bronsard à l'instant. La profession d'avocat s'est beaucoup développée, comme il l'a souligné, hein, et en parallèle, dans les collectivités locales, la fonction juridique s'est beaucoup structurée ces dernières années. Il faut bien voir que moi quand j'ai commencé ma carrière, un service juridique, c'était encore quelque chose de rare dans une collectivité, et même dans des collectivités d'une certaine taille, hein. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Dès lors qu'on parle d'une collectivité, je dirais, d'une certaine taille, qui est en mesure de structurer ses services. Mais de plus en plus, les collectivités ont eu besoin de développer de la prévention, hein, dans la rédaction des actes administratifs, mais aussi d'interface. Parce que je veux insister là-dessus, il s'agit davantage d'interface avec les avocats que de remplacer des avocats, de se substituer à des avocats. Donc les collectivités travaillent beaucoup avec les avocats, et de plus en plus, elles ont un service juridique avec un responsable juridique qui est en mesure de dialoguer sur des aspects un peu plus techniques avec les avocats. Ça, je voulais le mentionner. Et du reste, je rebondis sur ce qu'il disait, la polyvalence est très difficile à mettre en place. Parce que dans une collectivité aujourd'hui, on ne cherchera pas forcément un publiciste uniquement spécialisé sur le droit public. On va avoir effectivement besoin de juristes capables, ne serait-ce qu'à des fins pédagogiques, d'expliquer les différents dossiers auxquels on peut avoir à traiter. Et par exemple, j'en rajoute un exemple à ce que disait Maître Brossard, en droit du travail. Moi, il m'est arrivé d'avoir à gérer des transferts d'activité bizarrement du privé vers le public, d'internaliser un certain nombre de missions autrefois détenues par de grandes associations locales, etc. Et dans ce cas-là, il faut aussi internaliser le personnel au passage. Et là, on se retrouve dans le conseil de prud'homme quand on n'est pas d'accord. Il faut avoir quelques notions de droit du travail pour traiter ces questions-là. Donc voilà, en parallèle, la fonction juridique dans les collectivités s'est structurée, s'est développée. On a maintenant de manière très fréquente des services juridiques. Ça veut dire aussi que pour des juristes qui veulent pratiquer le droit comme technique, on a aussi possiblement des recrutements dans les services juridiques des collectivités. Finalement, si j'osais une image, maître, vous ne m'en voudrez pas, on peut avoir une sorte d'avocat au sein de la collectivité, en tout cas de juriste qui va faire l'interface. Une fois de plus, ça ne se fait pas en concurrence, ça se fait plutôt en complémentarité, hein. Alors, j'en reviens à la question qui m'était posée sur les jurys. Oui, c'est extrêmement intéressant de siéger dans des jurys, et je ferai un parallèle avec aussi la fonction de recrutement dans les collectivités locales.
on pourrait extrapoler dans les services administratifs en général. En fait, de plus en plus, les jurys ont évolué, se sont rapprochés de cette fonction de recrutement. Tout se passe maintenant dans un jury comme si la question n'était pas simplement de valider la réussite à un concours, mais presque à la limite de recruter quelqu'un. Les épreuves des concours se sont professionnalisées. Même les écrits sont devenus à finalité professionnelle avec des sortes de cas pratiques, des notes dans lesquelles on demande d'avancer des propositions concrètes, etc. Et même à l'oral, on demande aux candidats, bien sûr, d'avoir une culture générale juridique et générale suffisante, mais on leur demande aussi, au travers, par exemple, de mise en situation, d'adopter la posture qui convient finalement et de tenir compte d'éléments de contexte, de positionnement, faire preuve aussi de réflexe administratif. Et c'est extrêmement intéressant de participer à cette évolution. C'est extrêmement intéressant. En général, j'ai envie de dire que c'est précisément sur ces aspects que les candidats sont un petit peu sur leur réserve. Ça pourrait peut-être les rassurer d'imaginer un jury dans lequel on pose des questions, on apporte des réponses sur une matière, et donc tout se passe bien si on connaît la réponse en quelque sorte. Mais ça ne se passe pas véritablement comme ça. Les jurys maintenant demandent de plus en plus aux candidats de développer une réponse qui est un peu plus construite, un peu plus pragmatique, qui n'est pas simplement théorique et qui passe aussi par des éléments de posture très importants. Fabien, t'as pas mis le son? À force de ne pas vouloir déranger, on va disparaître complètement. Donc, merci beaucoup Thierry pour ces réponses et cette intervention. Une question pour Monsieur Fayet. Alors, on me demande quelle a été la difficulté à préparer un concours sans avoir de base juridique et comment est-ce que vous avez fait? Voilà, quel degré de bachotage? Je peux le formuler autrement. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu en amont une formation plus juridique pour passer les concours? Alors non, je ne le regrette pas parce que je pense que cette différence, c'est ce qui m'a permis de me démarquer à l'oral d'admission, puisque du coup, il a fallu que je démontre ma volonté et mon envie de m'inscrire dans un domaine que je ne connaissais pas. Et du coup, je pense que du coup, j'ai dû faire force de volonté peut-être supérieure à celle de certains camarades qui passaient également les oraux. Donc non, je ne regrette pas du tout. Après, par contre, en poste, oui, j'ai regretté. La première semaine où je suis arrivé en poste, ma chef est tombée en arrêt maladie. On m'a apporté 4 dossiers avec des décisions du tribunal administratif. J'ai paniqué, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas interpréter les textes, je ne connais pas le CESEDA, quoi. Voilà. Quand on arrive sur un poste comme le mien, sur le droit des étrangers, qui est très compliqué, surtout à Nantes, où il y a une grosse place d'avocats avec le tribunal administratif qui est spécialisé, voilà, il y a une petite pression quand même, quoi. Après, pour la préparation du concours, du coup, j'avais conscience que le préparer tout seul, ça allait être difficile. C'est pour ça que je me suis tourné vers la classe préparatoire intégrée. Et j'avais des camarades qui avaient fait des masters de droit public et qui avaient quand même postulé à cette classe préparatoire, puisque moi, à mon époque, au concours d'entrée des IRA, il y avait une grosse dominance droit public, mais il y avait aussi de l'économie, des finances publiques, du droit social, politique publique en général. Donc, c'est vrai que c'est une formation, une préparation qui est pluridisciplinaire, qui nous prépare au concours des IRA, mais qui nous prépare aussi à d'autres concours. Moi, ça m'a aidé à préparer un concours au ministère de la Culture que j'ai passé la même année que j'ai passé les IRA et que j'avais été d'ailleurs admis à ce concours-là que j'ai refusé. Donc, du coup, c'est vrai que la classe préparatoire intégrée, alors que ce soit à l'IRA ou que ce soit au sein des IPAG ou que ce soit des formations dans les UFR de droit spécialisées à la préparation de concours administratifs, je pense que c'est important. Et ce qui a été surtout moteur, ça a été le collectif. Ça a été de préparer le concours ensemble et pas en compétition, mais vraiment ensemble. Et
compter sur des collègues qui étaient juristes et qui m'ont donné des cours de soutien de droit public. Voilà. D'accord. Donc, il m'a expliqué, voilà, alors un arrêt administratif, c'est ça, et ça, c'est important. Vraiment, c'est le collectif. C'est vrai que ça ressort, ça, pour la préparation concours, quand on pense au concours d'administrateur, pour ceux qui connaissent ou qui préparent, ou pour les autres, le côté collectif, l'émulation collective, ça aide aussi évidemment à préparer un concours. Alors j'ai une double question pour Pierre Brossard. Alors c'est pas des mêmes étudiants, mais je joins. On me parle d'une part des difficultés à trouver des stages pour les élèves avocats, qui est quand même une difficulté récurrente. De ce que je sais, est-ce qu'il a quelque chose à dire là-dessus? Et d'autre part, du statut potentiel d'avocat en entreprise, même si alors on pense peut-être plus aux spécialistes de droit privé, bien que je pense que ce soit un peu limitatif, parce qu'on peut tout à fait faire du droit public en entreprise et se poser la question de son statut. Donc, est-ce qu'il a aussi un avis sur cette évolution du métier, on va dire ça? Alors, juste avant de répondre aux deux questions, par rapport à ce que disait Thierry Guévaudan, l'importance de la complémentarité entre les services juridiques et les avocats. Je partage à 100% son analyse. Il ne faut pas oublier qu'un avocat, j'ai surtout parlé de la défense. Un avocat, c'est fait pour défendre. Mais un avocat, ça conseille aussi. Il y a toute la phase, notamment de précontentieux, qui est extrêmement importante. Voilà, par exemple, à la ville d'Angers, vous avez un service juridique. On échange extrêmement fréquemment avec les membres du service juridique. On monte aussi ce qu'on appelle des cellules précontentieuses, c'est-à-dire que avant de se retrouver au tribunal administratif sur des dossiers sensibles, par exemple des projets de permis de construire sensibles, ou quand vous décidez de monter une ligne de tramway, bref, vont se poser des questions. Plus on prend le sujet en amont, mieux c'est. Et bien évidemment, quand un contentieux arrive, eh bien à ce moment-là, on continue à travailler avec la collectivité et le service juridique. C'est-à-dire que moi, très simplement, je prépare le mémoire en défense, je demande des documents, je l'envoie à la collectivité, au service juridique, qui me fait part de ses observations, qui me fait éventuellement des propositions de modification, qui me communique de nouveaux documents. Bref, on échange. C'est véritablement un dialogue extrêmement constructif entre la collectivité et les avocats. Voilà. Pour répondre maintenant aux deux questions. Sur la difficulté pour les élèves avocats à trouver un stage. Honnêtement, actuellement, sur les promos que moi je connais le mieux, c'est-à-dire en gros Rennes et Poitiers. D'accord, les deux CRFPA de Rennes et de Poitiers. Ce qu'on constate, je vais être très clair, c'est que les étudiants qui ont eu de bons résultats et qui ont eu un parcours universitaire normal n'ont pas de difficulté à trouver des stages, notamment en droit public. Moi, je peux, par exemple, je prends extrêmement fréquemment des élèves avocats. Et parfois, j'ai du mal à en trouver. Par exemple, cette année, j'en ai pas trouvé, alors que j'en cherchais un. Donc, en droit public, il n'y a pas trop de difficultés. En réalité, en pratique, ce que je constate, c'est que les étudiants, les élèves avocats qui, en sortie de CRFPA, ne trouvent pas obligatoirement de collaboration ou au moins voilà, de stage, ce sont des... Fabien, tu connais ça, des doctorants qui ont fait une thèse un petit peu alimentaire et qui, en fait, n'arrivent pas à convaincre. Parce qu'ils ont eu un parcours universitaire un peu long, avec une finalisation qui n'est pas obligatoirement très probante, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix d'une thèse qui n'est pas obligatoirement d'ailleurs une thèse qui se vend bien auprès des cabinets d'avocats, et ce sont eux qui peuvent se retrouver sur la touche. Mais les étudiants qui ont suivi le cursus habituel, qui sont allés en M1, M2, qui ont passé l'IEJ et qui ont eu le concours d'entrée pour entrer dans un CRFPA, normalement, ils doivent pouvoir trouver à la sortie un stage.
Ensuite, quant au statut d'avocat en entreprise, alors au risque d'être rétrograde, je peux vous dire que je suis foncièrement contre, que j'ai été membre du Conseil de l'Ordre et que dans ce cadre-là, j'étais déjà foncièrement contre. Pourquoi? Parce que quand on est avocat, on prête serment. On prête serment avec 5 valeurs qui sont fondamentales. Et la première des valeurs d'un avocat, c'est l'indépendance. Or, quand vous êtes salarié d'une boîte, vous n'êtes pas indépendant. Donc pour moi, ça clôt le débat. Il y a un lobbying évident de la part des juristes d'entreprise pour pouvoir plaider. Ça se fait par exemple notamment en Allemagne, hein, mais moi je vous le dis, je suis contre ça parce qu'il faut pouvoir être indépendant. On a aussi en tant qu'avocat une clause qui nous permet de refuser des dossiers. Refuser des dossiers, pourquoi? Parce qu'on a une clause de conscience. Et moi, ça m'est arrivé pas beaucoup, mais 2 fois dans ma carrière, de dire à quelqu'un, monsieur, je ne vous défendrai pas, parce que si je vous défendrai mal. Parce que ça ne me plaisait pas. Je ne pense pas qu'un juriste d'entreprise puisse dire ça. Voilà. Donc, voilà mon opinion là-dessus, un peu tranchée, mais bon, c'est mon côté vendéen. C'est ça. Non, mais c'est très clair, merci. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, j'ai deux questions qui arrivent. Alors, peut-être une plutôt pour Thierry Gévaudan. On me demande si, alors notamment, c'est peut-être lié à la crise sanitaire, s'il a l'impression que la fonction publique, par rapport au désengagement de l'État, devient une fonction de plus en plus opérationnelle. Alors moi j'ai le terme opérationnel, je ne sais pas comment il faut le comprendre, mais est-ce qu'il y a une évolution sensible, récente, notoire de la fonction publique territoriale, par rapport justement à la fonction publique d'État? Alors, oui, tout dépend de ce qu'on entend par opérationnel, parce que j'aurais tendance à dire... Elle l'a toujours été, c'est ça? Elle l'a toujours été, voilà. C'est ça. Ouais, bon, ce qui est clair, alors, j'ai pas fait le calcul, mais ça mériterait d'être fait. Si on regardait aujourd'hui la fonction publique territoriale, c'est 1 900 000 fonctionnaires, près de 2 millions quoi aujourd'hui. Et bien sûr, c'est une fonction publique qui a considérablement augmenté au fur et à mesure que, au contraire, du côté de la fonction publique de l'État, il y avait une décroissance des effectifs du fait des transferts de compétences. Si on regardait hors éducation nationale, on pourrait presque affirmer de manière un peu péremptoire que les politiques publiques dans ce pays sont très largement, voire majoritairement, mises en œuvre de manière concrète par les collectivités territoriales, tous niveaux confondus. On a bien sûr des régions, on a des départements, on a des établissements de coopération intercommunale, on a des villes et même beaucoup de villes dans ce pays. Et donc, on trouve absolument tout type de compétences, tout type de... Alors, est-ce que ça veut dire que c'est opérationnel quand on voit qu'une ville s'occupe des écoles primaires et maternelles, qu'elle s'occupe des stades, qu'elle s'occupe des salles de spectacle, qu'elle s'occupe d'enseignement artistique et musical, qu'elle s'occupe d'état civil, qu'elle s'occupe de l'environnement, des espaces verts, de la voirie. Alors quand je dis une ville, je parle du bloc communal, hein, ville et établissement de coopération intercommunale, puisqu'il y a des regroupements qui s'opèrent au niveau des EPCI. Donc vraiment, on touche à absolument tout le quotidien. Et tout le quotidien de nos concitoyens. Hein. Quand les concitoyens aujourd'hui ont un souci ou une demande d'information tout simplement, ils ne vont pas s'adresser aux représentants du préfet, et encore moins au préfet lui-même, bien entendu. Alors sans vouloir être désagréable avec les collègues de la fonction publique de l'État, c'est clairement vers les collectivités territoriales que les citoyens se tournent en premier. Voilà, on organise les élections. Je n'arriverai pas, même si vous me laissiez 2 heures, à donner tous les exemples, voilà, et la diversité des compétences. Donc c'est très concret, et évidemment, dans une période de crise, comme celle qu'on traverse aujourd'hui, ou à d'autres occasions. Hein. Je pense par exemple, vous savez, les communes ont la responsabilité des plans communaux de sauvegarde. Et on leur demande, au travers du plan communal de sauvegarde, finalement, d'envisager toutes les éventualités de crise possibles.
ça peut être industriel, ça peut être etc. etc. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire. Bah, évidemment, les collectivités, on l'a vu, sont en première ligne. Et depuis un an, l'agenda des DG de collectivités, c'est évidemment, comme je pense aussi pour beaucoup de fonctionnaires d'État, mais c'est avant tout ce qui tourne autour de la Covid et tout ce qui tourne autour de la satisfaction des besoins des usagers dans ce contexte qui est si pénible et si difficile. Donc, que ça ait renforcé un petit peu finalement le rôle des collectivités, parce qu'il est surtout marqué par la notion de proximité avec les citoyens, que ça ait renforcé le rôle des collectivités, vous voyez, on peut effectivement le considérer, hein, si c'est ça le sens de la question. Mais ne perdons pas de vue que même en dehors de ce contexte de crise, aujourd'hui, les collectivités, c'est le quotidien de nos concitoyens. Hein. Alors, il y a sans doute des différences entre une région qui est beaucoup plus dans un état d'esprit de planification, voilà, d'aménagement du territoire, etc., et une commune. Mais en tout cas, pour tout le bloc communal et aussi pour les départements, au travers de l'action sociale, les départements sont en première ligne évidemment de la question sociale dans ce pays, hein, que ce soit la gérontologie, les personnes âgées. Vous ne pouvez pas ouvrir votre radio ou votre téléviseur aujourd'hui sans qu'on nous parle de ça. Les personnes âgées, les personnes handicapées, la protection de l'enfance. Enfin, moi, je dis souvent aux étudiants, pour passer l'oral, une des meilleures choses à faire, c'est de suivre l'actualité. Et parce que toutes ces questions-là sont dans l'actualité. Et pour passer l'oral des concours de la territoriale, évidemment. Donc voilà, l'aspect très opérationnel découle de cette proximité. Voilà, on n'est pas dans l'application des politiques publiques au sens purement théorique du terme. On est dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il faut les penser, il faut les structurer, les imaginer, mais il faut aussi les faire vivre au quotidien. Et ça, c'est le rôle des collectivités, en particulier le bloc communal. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'on puisse avoir cette impression. Oui. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes, donc une question, un droit de réponse à l'administration déconcentrée sur l'opérationnel et la proximité avec le citoyen, ou pas. Hein, Ah, vous êtes vous êtes en muet, Monsieur Fayet. Ah bah alors ça marche plus. Ah bah pour un droit de réponse, si on vous entend pas, ça la fout mal quand même. Alors attendez. Est-ce qu'on peut agir? Est-ce que je peux agir sur votre nom? Encore que là, le service qui s'occupe du droit des étrangers est vraiment en première ligne aussi. Oui, hein. non, mais c'est pour ça que c'était. Non, mais moi je vous vois en muet là. Je sais. Ah, mais c'est parce que vous êtes passé dans les participants et plus les gens invités. Alors attendez. Ouais, ah, mais ça marche. C'est bon, ça marche. Donc je suis passé sur mon téléphone. Ah, ben d'accord. Oui, un droit de réponse. Alors effectivement, les services en première ligne. On est même la dernière ligne de la préfecture à recevoir du public. Oui. Je trouve ça vraiment dommage. On sent vraiment que les personnes ont besoin d'avoir une personne qui les écoute et qui les conseille. Donc moi, en parallèle de mon métier sur le droit des étrangers, je suis un des 3 superviseurs de la cellule d'information au public qu'on a déclenchée il y a 15 jours pour la vaccination pour le Covid. Pour les plus de 75 ans qui n'avaient pas accès à Internet. Et en fait, on a travaillé le dimanche. Moi, j'étais là dimanche toute la journée. Et en fait, les gens ont été surpris de voir que la préfecture répondait au téléphone le dimanche. Donc moi, c'est une remarque que j'ai tout de suite faire monter à monsieur le préfet quand il est venu nous voir. Parce qu'il faut aussi qu'à un moment, nos grands dirigeants puissent entendre ces discours-là. Après, dans l'opérationnalité, alors moi, j'ai des collègues dans d'autres services qui sont très opérationnels. Je pense notamment au service de la gestion de crise qui, depuis le mois de mars, n'a pas cessé d'être présent auprès des collectivités et avec les collectivités. Et ça, c'est en tout cas, moi, dans la génération d'attachés que je fréquente, on est tous conscients qu'avec les collectivités, on a un travail de partenariat à faire. Il y a eu pendant longtemps, on a cru comprendre qu'il y avait un fossé qui commençait à se creuser. Nous, on pense vraiment qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Il n'y a pas besoin d'être en concurrence
l'objectif commun, c'est d'être là pour le public et pour faire fonctionner le service public. Merci. Avec les avocats, hein. Moi, j'ai des collègues qui sont dans des services étrangers, par exemple, avec les avocats, c'est très, très difficile, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes visions des choses sur certains dossiers. Moi, je sais qu'avec les avocats, même avec ma responsable, hein, on essaie vraiment d'être dans le dialogue, d'être dans la construction et de faire en sorte que les choses se passent bien. Merci. C'est parfois compliqué parce qu'on a un grand manque de moyens humains. Et une dernière question qui émerge peut-être, c'est sur les postes de contractuels dans la fonction publique. Est-ce que vous avez des conseils pour les trouver, les choisir, être recruté, oui. un retour pratique, enfin, voilà. Oui, si vous me voulez bien, une petite réponse. Donc, bon, il y a toujours eu traditionnellement des contractuels dans la fonction publique. Oui, c'est pas Macron qui les a inventés. Voilà, c'est ça. Mais il faut quand même voir qu'avec la loi de transformation de la fonction publique, hein, d'août 2019, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, on a des facilités, hein, qui ont été introduites pour recruter des contractuels. Et aussi des nouveautés. Et dans les collectivités, il y a quelque chose qui était assez attendu. Alors, je sais que c'est très controversé, mais on attendait en particulier les contrats de projet. Hein, les contrats de projet. Je vais vous prendre quelques exemples. Une collectivité qui veut réaliser son plan local d'urbanisme ou qui veut booster des opérations de renouvellement urbain. À Saint-Herblain, moi, j'avais 2 grandes opérations de renouvellement urbain. Et la question qu'on s'était posée pour constituer des équipes d'ingénieurs, des équipes de juristes et des équipes de pilotes, hein, finalement, de ces opérations, des grosses maquettes financières, des opérations chacune de plus de 100 millions d'euros. Hein, pour constituer des équipes sur des opérations comme celle-là qui vont durer 5 ans, 6 ans, 8 ans, mais qui auront une fin à un moment donné, c'était comment faire. Alors, on pouvait à l'époque recruter des fonctionnaires titulaires et leur expliquer que dans 6 ans ou dans 8 ans, ils feraient autre chose et que c'était inscrit dès le départ. Aujourd'hui, on a cette notion de contrat de projet, hein, dont la durée va épouser le projet, c'est ça le principe. Et je trouve que c'est utile, c'est quelque chose qui est moderne. Alors, évidemment, comme n'importe quel dispositif, il peut être détourné, on le sait bien, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'utile et qui peut constituer pour des étudiants un tremplin. Réussir un projet sur une collectivité avec un contrat de projet, tout en préparant le concours, bien sûr, en parallèle, ça peut être quelque chose de très intéressant sur la carte de visite, hein. Très intéressant. Donc voilà, il faut aussi avoir un œil là-dessus. Ouais. Je sais qu'en préfecture aussi, on a beaucoup de contractuels. Moi, par exemple, dans la direction, on a 2 contractuels de catégorie A qui sont des juristes, du coup, pour ces 2-là. Il y en a une qui s'occupe, qui est au bureau du contentieux et qui s'occupe de défendre et de s'occuper des référés mesures utiles. Et elle fait un petit peu de contentieux sur le droit au séjour. Et on en a un deuxième qui va bientôt arriver, qui va être là pour 7 mois, qui va prendre le poste d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, puisque la personne qui était titulaire sur le poste est partie. Et que comme le poste va être donné à une sortie de concours au mois de septembre, du coup, pendant 7 mois, ça va être un contractuel qui va s'occuper de ces missions-là. Donc, effectivement, après, c'est des vrais tremplins pour passer des concours. Et moi, dans mon bureau, j'ai des contractuels, mais sur des postes de catégorie C ou B. Alors, moi, j'aime pas trop parler en catégorie parce que je trouve que ça reflète pas forcément la richesse et le côté professionnel d'une personne. Mais du coup, vous pouvez avoir des postes de contractuels dans les services de préfecture. Après, le poste est rémunéré en fonction de la catégorie. Donc ça, c'est... Oui, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 19h pile à mon écran. Donc, on a tenu le temps qui nous était imparti. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir donné justement de votre temps, d'être intervenus pour présenter votre parcours, votre profession, votre vision du métier, avoir éclairé, je l'espère, nos étudiants de toutes années et leur permettre un peu de mûrir un projet professionnel. C'est l'objectif. J'espère qu'il était atteint. En tout cas, vos interventions les ont, je pense, bien aidés.
Et merci aussi donc aux étudiants de Master 2 droit des interventions publiques pour avoir organisé cette réunion, et également bien sûr au service de la faculté, au club des partenaires pour l'avoir mise en œuvre et en musique dans des conditions de distanciel luxueuses, mais malgré tout compliquées, et pour encore un moment, j'en ai peur. Donc merci à tous, très bonne soirée.